Le cadavre portait encore son bonnet de Père Noël, et personne dans le car n'avait rien vu. Bienvenue dans l'une des enquêtes les plus troublantes de Miss Marple. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'un meurtre commis dans un car de Noël bondé, où chaque passager cache un secret. Comment tuer quelqu'un en plein jour, devant 20 témoins, sans être vu. Miss Marple va le découvrir, et la réponse va vous glacer le sang. Commentez votre ville pour que je sache d'où vous nous écoutez. Et croyez-moi, quand vous découvrirez l'identité du meurtrier à la fin, vous voudrez réécouter toute l'histoire. Attachez vos ceintures. Le car part, maintenant. Le matin du 23 décembre était glacial à St. Mary Mead. Miss Jane Marple, emmitouflée dans son manteau de laine grise, attendait devant l'arrêt du car touristique qui devait l'emmener visiter les illuminations de Noël des villages voisins. C'était une tradition qu'elle chérissait depuis des années, une façon douce de célébrer la saison sans la solitude de sa grande maison vide. Le car arriva avec 15 minutes de retard, ses flancs décorés de guirlandes lumineuses et de housses artificielles. Le chauffeur, un homme jovial nommé Fred Hoskins, s'excusa avec un large sourire. Les passagers commencèrent à monter, un par un, chacun cherchant la meilleure place pour admirer le paysage hivernal. Miss Marple choisit un siège au milieu du car, côté fenêtre, d'où elle pouvait observer à la fois le paysage et les autres voyageurs. C'était une habitude qu'elle avait développée au fil des années. Observer les gens révélait souvent plus que n'importe quelle conversation. Elle remarqua immédiatement la diversité du groupe assemblé ce matin-là. Un homme d'affaires corpulent, en costume sombre, s'installa à l'avant, consultant nerveusement sa montre. Derrière lui, une jeune femme blonde en manteau rouge vif parlait au téléphone d'une voix stridente. Un couple âgé prit place au fond, se tenant la main avec tendresse. 3 religieuses en habits montèrent ensemble, riant doucement entre elles. Ce qui attira particulièrement l'attention de Miss Marple fut un homme seul, assis près du fond, portant un bonnet de Père Noël incongru. Il devait avoir une 50aine d'années, le visage rougeaud, et il serrait contre lui un sac de sport noir. Ses yeux scrutaient constamment les autres passagers, avec une anxiété palpable. Une mère avec 2 jeunes enfants excités s'installa juste devant Miss Marple. Les enfants chantèrent déjà des cantiques de Noël, leur joie contagieuse. Un étudiant avec des écouteurs se glissa sur le dernier siège disponible, perdu dans sa musique. Au total, ils étaient 21 passagers, y compris le chauffeur. Le car démarra dans un grondement du moteur, s'engageant sur la route étroite qui serpentait à travers la campagne anglaise. La première neige de la saison avait commencé à tomber pendant la nuit, saupoudrant les haies et les champs d'un blanc immaculé. L'atmosphère était festive, presque magique. Miss Marple sortit son tricot de son sac. Elle travaillait sur une écharpe rose pour sa nièce. Ses aiguilles cliquetaient rythmiquement, tandis que ses yeux, derrière ses lunettes, continuaient leur discrète observation. Quelque chose la troublait déjà. Une tension imperceptible dans l'air, comme l'odeur d'orage avant la tempête. Le car s'arrêta au premier village, après 30 minutes de route. Tout le monde descendit pour admirer la crèche vivante installée sur la place de l'église. L'homme au bonnet de Père Noël resta dans le car, prétextant un mal de tête. Miss Marple nota ce détail avec intérêt. Pourquoi quelqu'un participerait-il à une excursion s'il ne voulait pas descendre aux arrêts? Elle remonta parmi les derniers, son instinct en alerte. De retour dans le car, Miss Marple remarqua un changement subtil dans l'atmosphère. L'homme au bonnet de Père Noël semblait encore plus nerveux, essuyant constamment la sueur de son front malgré le froid. La jeune femme en rouge avait changé de place et s'était rapprochée de lui, ce qui parut le contrarier visiblement. Le car reprit sa route vers le 2e arrêt, un manoir historique décoré pour Noël. Miss Marple feignit de se concentrer sur son tricot, mais ses oreilles captaient chaque murmure, chaque soupir. Elle avait développé cette capacité au fil des décennies, paraître inoffensive et distraite,
tout en restant intensément attentive. La jeune femme en rouge se pencha vers l'homme au bonnet et chuchota quelque chose que Miss Marple ne put entendre. L'homme secoua violemment la tête, serrant son sac encore plus fort. La femme insista, son visage se durcissant. C'était clairement plus qu'une conversation amicale entre inconnus. L'homme d'affaires à l'avant se retourna plusieurs fois, jetant des regards furtifs vers le fond du car. Miss Marple suivit son regard et comprit qu'il observait également l'homme au bonnet. Était-ce une coïncidence ou ces trois personnes se connaissaient-elles? Le puzzle commençait à prendre forme dans l'esprit agile de la vieille dame. Le couple âgé au fond semblait mal à l'aise. La femme chuchotait à l'oreille de son mari et tous deux regardèrent l'homme au bonnet avec une expression difficile à déchiffrer. Était-ce de la peur, de la reconnaissance ou simplement de la curiosité face à son comportement étrange? Les trois religieuses priaient en silence, leur chapelet glissant entre leurs doigts. Mais l'une d'elles, la plus jeune, ne cessait de jeter des coups d'œil vers l'arrière du car. Miss Marple nota que ses lèvres remuaient, mais pas au rythme des prières habituelles. Elle semblait plutôt compter ou réciter quelque chose de mémoire. La mère des deux enfants essayait de les calmer, car ils commençaient à s'agiter. Le plus jeune, un garçon d'environ 6 ans, pointa l'homme au bonnet et dit assez fort « Maman, pourquoi ce monsieur transpire autant? Il a l'air malade. » La mère le fit taire rapidement, embarrassée. Mais plusieurs passagers se tournèrent vers l'homme. L'étudiante aux écouteurs leva les yeux de son téléphone et observa la scène avec un intérêt soudain. Il retira discrètement ses écouteurs et se mit à écouter, lui aussi. Miss Marple surprit son regard et il eut une intelligence aiguë qui contredisait son apparence nonchalante. Le car approchait du manoir quand un bruit sec retentit. L'homme au bonnet de Père Noël venait de laisser tomber son sac. Des liasses de billets s'en échappèrent, roulant sous les sièges. Un silence stupéfait s'abattit sur le car. L'homme se précipita pour ramasser l'argent, son visage devenu écarlate. La jeune femme en rouge sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Miss Marple comprit alors qu'elle assistait au prologue d'un drame. Le car se gara devant le manoir Ashford, une demeure élisabéthaine magnifiquement illuminée. Le chauffeur annonça une pause d'1 heure pour visiter les jardins et prendre le thé dans l'orangerie. La plupart des passagers descendirent avec empressement, soulagés de pouvoir se dégourdir les jambes. Miss Marple observa que l'homme au bonnet hésitait à descendre. Il finit par le faire, mais resta à proximité du car, fumant nerveusement une cigarette. Le sac noir était maintenant fermement attaché à son poignet par une chaînette. La jeune femme en rouge le suivit à distance, prétendant admirer les roses d'hiver. L'homme d'affaires descendit rapidement et disparut vers les toilettes. Miss Marple le vit passer un coup de téléphone depuis le jardin, parlant avec animation et jetant des regards vers le car. Il semblait donner des instructions précises à son interlocuteur. Son langage corporel trahissait une urgence certaine. Le couple âgé s'approcha de Miss Marple alors qu'elle admirait une fontaine gelée. La femme lui dit « Excusez-moi, madame, mais n'avez-vous pas l'impression que ce voyage prend une tournure étrange ?» Son mari lui pressa le bras pour la faire taire, mais Miss Marple sourit gentiment. « En effet, dit-elle, très étrange. » Les religieuses visitèrent la chapelle du manoir. Miss Marple les suivit discrètement et entendit la plus jeune dire aux autres « C'est lui, j'en suis certaine. Nous devons faire quelque chose. » Les deux autres religieuses tentèrent de la calmer, mais leur inquiétude était palpable. Miss Marple se demanda ce que cet homme avait bien pu faire. L'étudiant s'était installé sur un banc et semblait prendre des photos du manoir avec son téléphone. Mais Miss Marple remarqua que son objectif était souvent dirigé vers les autres passagers, plutôt que vers l'architecture. Il documentait leurs mouvements, leurs interactions. Était-il journaliste, détective privé, simple curieux? La mère et ses enfants exploraient le labyrinthe de buis. Leurs rires innocents contrastaient avec la tension croissante parmi les adultes.
Miss Marple pensa que les enfants étaient souvent les meilleurs témoins. Ils voyaient tout, sans préjugés, sans filtre. Elle se promit de leur parler si l'occasion se présentait. Le thé fut servi dans l'orangerie. Miss Marple choisit une table près de la fenêtre, donnant sur le parking où était garé le car. Elle vit l'homme au bonnet faire les 100 pas, toujours avec son sac. La jeune femme en rouge l'avait rejoint, et il semblait se disputer. Elle lui arracha presque le sac, mais il résista. Soudain, l'homme d'affaires apparut derrière eux. Il dit quelque chose qui figea les deux autres. Ils formaient maintenant un triangle tendu, chacun face aux autres. Miss Marple aurait donné cher pour entendre leur conversation. Puis, aussi brusquement qu'elle avait commencé, la confrontation cessa. Chacun partit de son côté. L'heure de remonter dans le car était arrivée. Miss Marple sentit son pouls s'accélérer. Quelque chose allait se produire. Elle le savait. Son instinct ne la trompait jamais. Les passagers remontèrent dans le car, certains portant des sacs de souvenirs achetés à la boutique du manoir. L'atmosphère avait changé. Le bavardage joyeux du matin avait laissé place à un silence pesant, entrecoupé de chuchotements nerveux. Miss Marple reprit son siège, ses aiguilles à tricoter en main, ses sens en alerte. L'homme au bonnet de Père Noël monta parmi les derniers. Son visage était maintenant d'une pâleur cireuse, contrastant avec les rougeurs de tout à l'heure. Il trébucha légèrement en regagnant sa place et s'effondra sur son siège. Le sac noir était toujours attaché à son poignet. Il ferma les yeux et pencha la tête contre la vitre. La jeune femme en rouge avait changé de place, encore une fois. Elle s'était installée juste derrière l'homme au bonnet, où elle pouvait l'observer directement. Elle sortit un magazine de son sac, mais ne le lut pas vraiment, ses yeux constamment fixés sur la nuque de l'homme devant elle. L'homme d'affaires avait repris sa place à l'avant, mais il se retournait fréquemment. Son agitation était visible. Il tambourinait des doigts sur l'accoudoir, consultait son téléphone toutes les 2 minutes, ajustait sa cravate nerveusement. Miss Marple nota que ses mains tremblaient légèrement. Le car reprit la route. Le chauffeur annonça qu'il s'arrêterait une dernière fois dans le village de Little Wimple pour voir la fameuse illumination du sapin géant sur la place. Ensuite, ce serait le retour direct à St. Mary Mead. Le voyage devait se terminer vers 17 heures, juste avant la tombée de la nuit. Le couple âgé chuchotait intensément. La femme semblait vouloir dire quelque chose au chauffeur, mais son mari l'en dissuadait. Il jetait des regards inquiets vers l'homme au bonnet, qui dormait maintenant profondément, ou du moins qui semblait dormir. Sa respiration était lente et régulière. Les religieuses s'étaient mises à prier à voix haute, ce qui surprit plusieurs passagers. Leur litanie monotone créait une ambiance étrangement funèbre dans le car. La plus jeune religieuse avait les larmes aux yeux. Miss Marple se demanda si elle savait quelque chose que les autres ignoraient. L'étudiant avait remis ses écouteurs, mais gardait les yeux ouverts, observant tout. Il avait sorti un carnet et griffonnait des notes. Miss Marple parvint à lire de sa place. 16h23, sujet d'or, RR surveille, HD nerveux. Il utilisait des initiales, un code pour lui-même ou pour quelqu'un d'autre. 30 minutes passèrent. Le car traversa une forêt dense où la neige tombait plus drue. Les enfants s'étaient endormis contre leur mère. Le ronronnement du moteur et le mouvement régulier du véhicule avaient un effet hypnotique. Puis, alors qu'ils approchaient de Little Wimple, la mère cria « Il y a quelque chose qui ne va pas avec cet homme !» Elle pointait l'homme au bonnet de Père Noël. Miss Marple se leva immédiatement. Son cœur se serra. Elle savait déjà ce qu'elle allait découvrir. L'homme au bonnet de Père Noël était mort. Le car s'immobilisa brusquement sur le bas-côté. Le chauffeur, Fred Hoskins, se précipita vers l'arrière. Miss Marple était déjà auprès du corps. Elle toucha le cou de l'homme avec des doigts experts, cherchant un pouls qu'elle savait ne pas trouver. La peau était encore tiède, mais sans vie. Il était mort depuis peu, peut-être 20 minutes. Les autres passagers se levèrent dans un chaos de cris et d'exclamations.
Les enfants pleuraient, terrorisés. Les religieuses se signaient en murmurant des prières. La jeune femme en rouge recula vivement, une expression indéchiffrable sur son visage. L'homme d'affaires resta figé à sa place, le teint verdâtre. Miss Marple examina rapidement le corps sans le déplacer. L'homme était affalé contre la vitre, ses yeux mi-clos. Aucune blessure visible, aucun sang. Le bonnet de Père Noël était légèrement de travers sur sa tête. Le sac noir était toujours attaché à son poignet. À première vue, on aurait pu croire à une mort naturelle, une crise cardiaque peut-être. Mais Miss Marple avait déjà vu la mort sous toutes ses formes au cours de sa longue vie. Quelque chose ne collait pas. La position du corps était trop parfaite, trop arrangée, et il y avait une légère odeur d'amande amère que son nez entraîné détecta immédiatement. Cyanure. L'homme avait été empoisonné. Le chauffeur appela la police sur son téléphone portable. Sa voix tremblait en donnant leur position. Miss Marple lui dit calmement « Monsieur Hoskins, personne ne doit descendre du car. Nous sommes sur une scène de crime. Dites à la police que c'est un meurtre. » Le silence qui suivit ces paroles fut absolu. La jeune femme en rouge fut la première à réagir. « Un meurtre? C'est ridicule. Le pauvre homme a fait une crise cardiaque. C'est tout. Qui êtes-vous pour affirmer de telles choses ?» Mais sa véhémence même la trahissait. Miss Marple la regarda calmement et dit « Je suis Miss Jane Marple, et j'ai malheureusement une certaine expérience en la matière. » L'homme d'affaires se leva soudain. « Je descends. Je dois aller à un rendez-vous important. Vous ne pouvez pas me retenir ici. » Mais le chauffeur bloqua l'allée. « Désolé, monsieur, mais la police a été claire. Personne ne bouge jusqu'à leur arrivée. Nous sommes tous suspects maintenant. » Le couple âgé se tenait par la main, tremblant. La femme murmura « Je savais qu'il allait se passer quelque chose de terrible. Je le sentais depuis le matin. » Son mari la consola maladroitement. L'étudiant continuait à prendre des notes frénétiquement, son téléphone pointé vers différents passagers. Miss Marple retourna à son siège et réfléchit intensément. 21 passagers, y compris le chauffeur et elle-même. L'un d'entre eux était un meurtrier. L'homme avait été empoisonné au cyanure, probablement dans sa boisson ou sa nourriture. Quand? Comment? Et surtout, pourquoi? Le sac d'argent était sûrement la clé. Elle observa chaque visage autour d'elle, cherchant celui qui portait le masque du crime. La police arriverait dans 20 minutes. C'était suffisant pour commencer son enquête. Miss Marple se leva et s'adressa aux passagers d'une voix ferme mais douce. « Mes amis, je sais que nous sommes tous choqués, mais nous devons rester calmes. La police sera bientôt là. En attendant, je suggère que chacun reste à sa place et réfléchisse à ce qu'il a vu ou entendu depuis ce matin. » La jeune femme en rouge croisa les bras. « Et pourquoi devrions-nous vous écouter? Vous n'êtes qu'une vieille dame avec du tricot. » Miss Marple sourit légèrement. « C'est précisément pour cela que les gens me parlent. Maintenant, madame, puis-je connaître votre nom? Et pourquoi changiez-vous constamment de place dans le car? » La femme hésita, puis répondit avec défi. « Je m'appelle Rosemary Hale, et je changeais de place parce que j'en avais parfaitement le droit. C'est un car public. » Mais ses yeux fuyaient ceux de Miss Marple. Elle mentait, c'était évident. Miss Marple nota mentalement qu'elle devrait être interrogée de nouveau. L'homme d'affaires intervint. « Je suis Harold Davies, comptable à Londres. Je ne connaissais pas cet homme. Je ne lui ai jamais parlé. Je ne sais rien. » Il parlait trop vite, trop défensivement. Miss Marple demanda. « Pourtant, je vous ai vu l'observer tout au long du trajet. Et à qui téléphoniez-vous au manoir ?» Davies rougit. « C'était professionnel. Cela ne vous regarde pas. » Miss Marple répliqua doucement. « Tout nous regarde maintenant, Monsieur Davy. Un homme est mort, empoisonné, dans ce car, pendant que nous y étions tous. » Le mot « empoisonné » provoqua une nouvelle vague de murmures horrifiés. Le couple âgé se présenta. Monsieur et Madame Thornton, retraités de Birmingham. Madame Thornton avoua « Nous avons reconnu cet homme. Il ressemblait beaucoup à quelqu'un dont nous avions vu la photo dans les journaux il y a quelques mois. Un homme recherché pour escroquerie, je crois. Mais nous n'étions pas certains. » Les trois religieuses
s'avancèrent. La plus âgée déclara « Je suis sœur Mary Agnès. Voici sœur Bernadette et sœur Claire. Nous venions du couvent de Sainte-Hilda. » Sœur Claire a effectivement pensé reconnaître cet homme, mais nous ne voulions pas porter d'accusation sans preuve. L'étudiant referma son carnet. « Je suis Tom Riley, journaliste freelance. J'écris un article sur les excursions de Noël. J'ai photographié et noté des choses par habitude professionnelle. J'ai des enregistrements audio de certaines conversations. » Il brandit son téléphone. Miss Marple sentit un frisson d'excitation. Ces enregistrements pourraient être cruciaux. La mère des enfants, une femme nommée Suzanne Bartlett, expliqua qu'elle ne connaissait personne dans le car. Elle venait de déménager à St. Mary Mead avec ses enfants après son divorce. C'était leur première sortie pour découvrir la région. Ses enfants avaient cessé de pleurer, mais restaient silencieux, agrippés à elle. Le chauffeur, Fred Hoskins, confirma qu'il conduisait ses excursions depuis 5 ans et n'avait jamais eu le moindre incident. Au loin, on entendait enfin les sirènes de la police. Mais Miss Marple avait déjà commencé à assembler les pièces du puzzle. L'argent, les regards, les tensions. Tout prenait sens lentement dans son esprit méthodique. 2 voitures de police arrivèrent, suivies d'une ambulance. L'inspecteur Craddock, que Miss Marple connaissait bien de précédentes enquêtes, descendit du premier véhicule. Il secoua la tête en la voyant. « Miss Marple, je devrais savoir que là où vous êtes, il y a toujours un mystère. Racontez-moi tout. » Miss Marple lui fit un résumé concis des événements. L'inspecteur ordonna que le corps soit examiné immédiatement. Le médecin légiste confirma rapidement la suspicion de Miss Marple, empoisonnement au cyanure. La mort avait eu lieu environ 30 à 40 minutes auparavant, pendant le trajet entre le manoir et Little Wimple. L'inspecteur Craddock commença les interrogatoires officiels, mais Miss Marple demanda la permission d'écouter. Elle suggéra de commencer par Tom Riley, le journaliste, et ses enregistrements. Le jeune homme s'avança nerveusement avec son téléphone. Riley expliqua. « J'ai reconnu cet homme dès le début du trajet. C'est Bernard Fletcher, un escroc recherché pour avoir volé 3 millions de livres dans une pyramide de Ponzi. Sa photo est partout, dans les médias financiers. J'ai voulu documenter sa présence, pensant avoir un scoop. » Il lança un enregistrement capté discrètement au manoir. On entendait la voix de Rosemary Hale. « Rends-moi mon argent, Bernard. Tu as ruiné ma vie. Mon père s'est suicidé à cause de toi. » Puis la voix de Fletcher. « Je ne sais pas de quoi tu parles. Laisse-moi tranquille. » Et enfin la voix de Harold Davis. « On peut tous s'arranger. Personne n'a besoin d'appeler la police. » L'inspecteur se tourna vers Rosemary Hale. Elle s'effondra en larmes. « Oui, je voulais récupérer l'argent de mon père. Fletcher avait disparu il y a 6 mois, avec tout notre argent. Papa ne l'a pas supporté. Il s'est pendu. Quand j'ai appris qu'il serait sur cette excursion, j'ai acheté un billet. Je voulais juste reprendre ce qui nous appartenait. » Harold Davies intervint. « Livide, j'étais le comptable de Fletcher. Il me faisait chanter avec des documents compromettants. Quand j'ai appris qu'il prendrait ce car, j'y suis monté aussi. Je voulais négocier ma liberté. L'argent dans son sac, c'était une partie de ce qu'il avait volé. Il devait me le donner en échange de mon silence. » Les pièces s'assemblaient. Madame Thornton ajouta. « Nous avions investi nos économies de retraite avec Fletcher. Nous avons tout perdu. Quand nous l'avons reconnu, nous ne savions pas quoi faire. » Sœur Claire confessa. Le couvent avait aussi confié des fonds à Fletcher. Des dons destinés aux œuvres de charité, volatilisés. Miss Marple demanda. « Inspecteur, puis-je voir le contenu du sac de Monsieur Fletcher ?» L'inspecteur ouvrit le sac, des liasses de billets, mais aussi un thermos. Miss Marple le prit délicatement avec un mouchoir. « Voici votre arme du crime. » Le cyanure était dans sa boisson. Mais qui l'a versé? Elle regarda chaque suspect tour à tour. Rosemary avait le mobile. La vengeance pour son père. Harold avait le mobile. La liberté. Les Thornton, les religieuses, tous avaient des raisons. Mais qui avait eu l'opportunité? Et surtout, qui possédait du cyanure? Miss Marple ferma les yeux.
reconstituant mentalement chaque moment du voyage. Le premier arrêt, où Fletcher était resté seul dans le car. Le deuxième arrêt, au manoir, où tant de choses s'étaient passées. Et soudain, elle comprit. Un détail minuscule, une observation faite en passant. Elle rouvrit les yeux et dit d'une voix claire « Inspecteur, je sais qui a tué Bernard Fletcher. » Tous les regards convergèrent vers Miss Marple. Elle se leva lentement, s'appuyant sur sa canne. Cette affaire semblait compliquée, avec tant de suspects ayant des mobiles. Mais en réalité, elle est assez simple quand on observe les détails. Tout d'abord, parlons de l'opportunité. Le poison a été versé dans le thermos de M. Fletcher pendant l'arrêt au manoir. C'est le seul moment où quelqu'un a pu le faire sans être vu. Pendant le trajet, nous étions tous trop visibles les uns aux autres. Au manoir, la plupart d'entre nous ont visité les jardins et l'orangerie, mais une personne est restée à proximité du car pendant tout ce temps, prétextant surveiller ses affaires. Cette personne avait donc un accès facile au véhicule. Miss Marple se tourna vers Fred Hoskins, le chauffeur. Le visage de Hoskins devint cramoisi. « C'est mon travail de rester près du car. Ça ne prouve rien. » Mais Miss Marple continua calmement. « En effet, cela ne prouverait rien seul. Mais j'ai remarqué autre chose. Quand M. Fletcher a laissé tomber son sac et que l'argent s'est répandu, vous avez eu une réaction très particulière. Pas de la surprise, mais de la colère. J'ai aussi observé vos mains, Monsieur Hoskins. Vous portiez des gants de conduite toute la journée, même pendant les pauses. Par ce temps froid, c'est logique, me direz-vous, mais vous ne les avez jamais enlevés, même pour boire votre thé, comme si vous vouliez éviter de laisser des empreintes. L'inspecteur Craddock ordonna « Fouillez-le ». Un policier trouva dans le casier personnel de Hoskins, sous son siège de conducteur, un petit flacon étiqueté « Cyanure de potassium, danger ». Le chauffeur s'effondra. « D'accord, d'accord, oui, c'est moi. Mais vous ne comprenez pas. Fletcher m'a tout pris. Il y a 2 ans, j'ai investi les économies de toute ma vie dans son entreprise. Il m'a promis des rendements extraordinaires. J'ai même emprunté de l'argent, hypothéqué ma maison. Et puis il a disparu avec tout. J'ai perdu ma maison. Ma femme m'a quitté. J'ai dû vendre tout ce que j'avais. Quand j'ai lu dans un forum en ligne qu'il prendrait cette excursion sous un faux nom, j'ai su que c'était ma chance. J'ai le cyanure depuis des mois. Je l'avais acheté pour moi, pour en finir. Mais quand j'ai su qu'il serait dans mon car, j'ai décidé que si quelqu'un devait mourir, ce serait lui et pas moi. » Hoskins sanglotait maintenant. Au manoir, quand tout le monde est descendu, je suis monté dans le car. Son thermos était sur le siège à côté de lui. J'ai versé le cyanure dedans. C'était si facile. Personne ne regardait. Puis je suis redescendu et j'ai attendu. Miss Marple secoua tristement la tête. « Vous avez commis une erreur terrible, Monsieur Hoskins. Je comprends votre douleur, votre colère. Mais le meurtre n'est jamais la solution. Vous avez détruit votre vie bien plus sûrement que Fletcher ne l'avait fait. » L'inspecteur Craddock passa les menottes à Hoskins. « Frederick Hoskins, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Bernard Fletcher. Vous avez le droit de garder le silence. » Les autres passagers regardaient la scène avec un mélange d'horreur et de pitié. Certains pleuraient. Rosemary Hale murmura « Je voulais sa mort, moi aussi. Je l'ai souhaité chaque jour, depuis que papa est mort. Est-ce que cela fait de moi une meurtrière aussi ?» Miss Marple la regarda avec compassion. « Non, ma chère, souhaiter n'est pas agir. Vous avez gardé votre humanité. Lui l'a perdue. » 2 heures plus tard, les passagers furent enfin autorisés à rentrer chez eux. Un nouveau chauffeur fut appelé pour ramener le car à St. Mary Mead. L'atmosphère était sombre. Le contraste avec la joie matinale était déchirant. Personne ne parlait. Les guirlandes de Noël sur le car semblaient maintenant macabres. Miss Marple observait par la fenêtre le paysage enneigé qui défilait. Elle pensait à Fred Hoskins, un homme ordinaire poussé à l'acte ultime par le désespoir et la soif de vengeance. Elle pensait à Bernard Fletcher, dont l'avidité avait détruit tant de vies et finalement coûté la sienne. Il n'y avait pas de gagnant dans cette histoire.
Rosemary Hale s'assit à côté de Miss Marple. « Comment avez-vous su, comment avez-vous compris que c'était le chauffeur ?» Miss Marple répondit doucement. « J'ai écouté et observé. Les indices étaient là. Mais surtout, j'ai reconnu quelque chose dans ses yeux que j'avais déjà vu auparavant. Le regard d'un homme qui n'a plus rien à perdre. » Harold Davis, le comptable, était assis seul à l'avant, le visage dans les mains. Sa carrière était ruinée. Sa complicité avec Fletcher allait être révélée. Il ferait face à des poursuites judiciaires. Mais au moins, il était en vie. Miss Marple espérait qu'il en tirerait une leçon. Les Thornton se tenaient toujours par la main. Madame Thornton dit à Miss Marple, « Nous avons perdu notre argent, mais nous avons toujours l'un l'autre. C'est plus que ce pauvre monsieur Hoskins n'avait. » Son mari acquiesça. Cette expérience nous a rappelé ce qui compte vraiment. Les trois religieuses priaient en silence pour les âmes de Fletcher et de Hoskins. Sœur Claire avoua à Miss Marple. « J'ai honte de l'admettre, mais quand j'ai réalisé qui il était, j'ai pensé qu'il méritait de souffrir pour ce qu'il avait fait au couvent. Dieu me pardonne, mais j'ai eu des pensées peu charitables. » Tom Riley, le journaliste, était plongé dans ses notes. Il avait l'article de sa vie, mais il semblait troublé. J'ai tout enregistré, tout photographié, mais maintenant, je ne sais pas si je devrais publier. Ces gens ont assez souffert. Dois-je ajouter à leur douleur en étalant tout cela dans les médias? Miss Marple lui dit, « C'est à vous de décider, jeune homme. Mais rappelez-vous que la vérité peut être racontée avec compassion. Si vous écrivez cette histoire, faites-le pour montrer les conséquences tragiques de la cupidité et du désespoir, pas pour le sensationnalisme. » Suzanne Bartlett serrait ses enfants contre elle. Ses fils étaient trop jeunes pour vraiment comprendre ce qui s'était passé, mais ils sentaient la gravité de la situation. Elle dit à Miss Marple, « Comment vais-je leur expliquer tout cela? Comment leur dire qu'un homme a été assassiné à quelques mètres d'eux? » Miss Marple répondit, « Dites-leur la vérité, adaptée à leur âge, que parfois les gens font de très mauvaises choses quand ils sont blessés et désespérés, mais que nous devons toujours choisir la bonté, même quand c'est difficile. C'est une leçon importante. » Le car arriva enfin à St. Mary Mead, alors que la nuit tombait. Les passagers se dispersèrent rapidement, pressés de rentrer chez eux, de retrouver la normalité. Mais aucun d'entre eux n'oublierait jamais ce voyage de Noël, devenu cauchemar. Miss Marple rentra dans sa maison vide et froide. Elle alluma le feu dans la cheminée et se prépara une tasse de thé. Son chat, Tibère, vint se frotter contre ses jambes, sentant qu'elle avait besoin de réconfort. Elle s'assit dans son fauteuil préféré et réfléchit aux événements extraordinaires de la journée. Le lendemain matin, l'inspecteur Craddock lui rendit visite. Fred Hoskins a tout avoué en détail. Il sera jugé pour meurtre avec préméditation. Son avocat plaidera les circonstances atténuantes, mais il ira certainement en prison pour longtemps. Miss Marple hocha tristement la tête. Une vie gâchée, vengeant une autre vie gâchée. C'est une spirale sans fin. L'inspecteur continua. Nous avons récupéré près de 2 millions de livres dans le sac de Fletcher et dans un coffre dont nous avons trouvé la clé sur lui. L'argent sera restitué aux victimes de son escroquerie. Les Thornton, Rosemary Hale, le couvent, Hoskins lui-même et des dizaines d'autres récupéreront une partie de leurs pertes. C'est une consolation, dit Miss Marple. Mais l'argent ne ramènera pas le père de Rosemary. Il ne rendra pas à Hoskins ces 2 années de désespoir. L'argent ne résout pas tout, inspecteur. C'est d'ailleurs ce qui a causé tout cela au départ, l'obsession de l'argent. Les jours suivants, Miss Marple reçut des visites de plusieurs passagers du car. Rosemary Hale vint lui apporter des fleurs. « Je voulais vous remercier. Vous auriez pu me dénoncer comme suspecte. J'avais le mobile le plus évident. Mais vous avez cherché la vérité
au lieu de la solution la plus simple. Madame Thornton lui apporta un gâteau de Noël fait maison. Mon mari et moi avons décidé de consacrer l'argent récupéré à créer une fondation pour aider les victimes d'escroqueries financières. Quelque chose de positif doit sortir de tout cela. Miss Marple fut touchée par ce geste de générosité. Tom Riley publia effectivement son article, mais avec la compassion que Miss Marple lui avait conseillée. Il se concentra sur les leçons à tirer, la vigilance face aux promesses financières trop belles, l'importance de systèmes de régulation plus stricts et les dangers de la vengeance personnelle. L'article fut largement salué pour sa profondeur. Le jour de Noël, Miss Marple reçut une carte du couvent de Saint-Hilda. Les religieuses la remerciaient pour avoir résolu l'affaire et promettaient de prier pour tous les impliqués, y compris Fletcher et Hoskins. Car nous sommes tous des pécheurs ayant besoin de rédemption, écrivait-elle. Miss Marple passa Noël seule, comme elle l'avait prévu, mais elle ne se sentait pas seule. Elle pensait à tous ces gens dont les vies avaient été touchées par cette tragédie. Elle pensait aux choix que nous faisons face à l'adversité et comment ces choix définissent notre humanité. Elle reprit son tricot, l'écharpe rose pour sa nièce, qu'elle n'avait pas pu terminer dans le quart. Chaque point était une méditation, point après point, rangée après rangée, comme la vie elle-même. Parfois compliquée, parfois simple, mais toujours avançant vers une forme finale. Le soir, alors que la neige tombait doucement dehors, Miss Marple regarda les lumières de Noël scintiller dans son jardin. Elle pensa au quart décoré de guirlandes, symbole de joie devenu scène de mort. Mais elle pensa aussi à la résilience des survivants, à leur capacité à transformer le traumatisme en quelque chose de positif. Elle murmura doucement. « Joyeux Noël, Fred Hoskins. Joyeux Noël, Bernard Fletcher. Que vous trouviez tous deux la paix que vous n'avez pas connue dans cette vie. » Car Miss Marple, malgré tout ce qu'elle avait vu, gardait encore foi en la possibilité de rédemption, même pour les âmes les plus perdues. C'était peut-être cela, sa plus grande force, voir le mal clairement, mais ne jamais cesser de croire au bien. 3 mois plus tard, en mars, le procès de Frederick Hoskins s'ouvrit au tribunal de grande instance. Miss Marple avait été convoquée comme témoin principal. Elle s'assit dans la salle d'audience, observant l'homme qui avait été son chauffeur ce jour fatidique de décembre. Il avait terriblement vieilli, le visage creusé, les épaules voûtées sous le poids de son crime. L'avocat de la défense, un jeune homme nommé Simon Pierce, plaida les circonstances atténuantes avec passion. Il décrivit en détail comment Fletcher avait systématiquement détruit la vie de Hoskins, comment il l'avait réduit à la misère absolue. « Mon client, dit-il, était un homme bon poussé à bout par un prédateur sans scrupules. Le procureur, une femme sévère appelée Margaret Winters, ne montra aucune pitié. Monsieur Hoskins a prémédité ce meurtre. Il a acheté le poison des mois à l'avance. Il a planifié chaque détail. Ce n'était pas un acte impulsif de désespoir, mais une exécution calculée. La loi ne fait pas de distinction entre les victimes. Le meurtre reste le meurtre. » Les témoins défilèrent à la barre. Rosemary Hale raconta sa propre histoire, les larmes coulant sur ses joues alors qu'elle décrivait le suicide de son père. « Je comprends la rage de Monsieur Hoskins, » dit-elle. « J'ai ressenti la même chose, mais j'ai choisi de ne pas agir. Lui a choisi de tuer. » Harold Davis témoigna également, admettant sa propre complicité avec Fletcher. Il purgeait déjà une peine de prison avec sursis pour fraude et obstruction à la justice. Fletcher était un monstre, dit-il, mais Hoskins est devenu un monstre lui aussi en le tuant. La victime n'excuse pas le bourreau. Quand vint le tour de Miss Marple, elle monta à la barre avec dignité. Le procureur lui demanda de décrire les événements du 23 décembre.
Elle le fit avec précision, n'omettant aucun détail. Puis l'avocat de la défense l'interrogea. « Miss Marple, en tant qu'experte reconnue en nature humaine, pensez-vous que M. Hoskins est fondamentalement mauvais ?» Miss Marple réfléchit longuement avant de répondre. « Non, je ne le crois pas. Je pense qu'il était un homme brisé qui a fait un choix terrible. Mais ce choix a des conséquences. Nous ne pouvons pas excuser le meurtre, même commis par désespoir. Cela ouvrirait la porte au chaos. La justice doit être rendue. » Le juge, un homme âgé au visage grave, écouta attentivement tous les témoignages. Il examina les preuves, les enregistrements audio de Tom Riley, les rapports toxicologiques. Après 2 jours de délibération, le jury rendit son verdict. Coupable de meurtre avec préméditation, mais avec reconnaissance de circonstances atténuantes. La sentence tomba. 15 ans de prison. Hoskins ne montra aucune émotion. Il avait déjà accepté son destin. Alors qu'on l'emmenait, il croisa le regard de Miss Marple et murmura « Merci d'avoir dit la vérité ». Elle hocha la tête tristement. La justice avait été rendue, mais personne ne se sentait victorieux ce jour-là. Dans les semaines qui suivirent le procès, Miss Marple reçut une lettre inattendue. Elle était postée de la prison où Hoskins purgeait sa peine. D'une écriture tremblante, il écrivait « Chère Miss Marple, je voulais vous remercier pour votre témoignage honnête. Vous auriez pu me dépeindre comme un monstre, mais vous avez parlé de moi comme d'un homme. C'est plus que je ne méritais. » La lettre continuait. « En prison, j'ai beaucoup de temps pour réfléchir. Je pense à ma femme qui m'a quitté, à mes enfants qui ne veulent plus me parler. Je pense à l'homme que j'étais avant Fletcher et à celui que je suis devenu. J'ai laissé ma colère me consumer jusqu'à ne plus être humain. Ce qui me hante le plus, écrivait-il, ce n'est pas d'avoir tué Fletcher, c'est d'avoir fait cela devant tous ces gens innocents, dans ce quart de Noël, ces enfants qui ont vu la mort, ces religieuses qui priaient pour la paix. J'ai souillé leur jour de fête. Cela, je ne me le pardonnerai jamais. » Miss Marple fut profondément touchée par cette lettre. Elle décida de répondre. « Cher Monsieur Hoskins, » écrivit-elle, « le remords est le premier pas vers la rédemption. Vous avez fait quelque chose de terrible, mais vous n'êtes pas uniquement défini par votre pire action. Vous avez 15 ans pour devenir un meilleur homme. » Elle ajouta, « J'ai connu beaucoup de criminels dans ma vie. Certains sont vraiment mauvais jusqu'à l'âme. Mais vous étiez simplement un homme poussé au-delà de ses limites. Utilisez ce temps pour guérir, pour apprendre, pour vous reconstruire. Et peut-être qu'un jour, vous pourrez faire quelque chose de bien pour compenser le mal. » Hoskins répondit quelques semaines plus tard. Il avait rejoint un programme de conseil en prison, aidant d'autres détenus à gérer leur colère et leur désespoir. « Je veux empêcher d'autres de faire ce que j'ai fait, » écrivit-il. « Si je peux sauver ne serait-ce qu'une personne de ce chemin, peut-être que ma vie aura encore un sens. » Une correspondance régulière s'établit entre eux. Miss Marple, dans sa sagesse, comprit que Hoskins avait besoin d'un lien avec le monde extérieur, d'une voix qui ne le jugeait pas, mais l'encourageait à progresser. Elle lui envoyait des livres, des nouvelles de St. Mary Mead, des réflexions sur la vie et la morale. Un jour, Hoskins écrivit « J'ai écrit une lettre à la famille de Fletcher, si toutefois il en a une. Je voulais m'excuser, peu importe ce qu'il m'a fait. Je n'avais pas le droit de lui prendre la vie. C'est la lettre la plus difficile que j'ai jamais écrite. » Miss Marple pleura en lisant ces mots. Il y avait de l'espoir, même dans les situations les plus sombres. Les autres passagers du car avaient également écrit à Miss Marple. Rosemary Hale lui raconta qu'elle avait commencé une thérapie et qu'elle apprenait lentement à lâcher prise de sa rage. « Voir ce que la vengeance a fait à Hoskins m'a sauvée, » écrivit-elle. « J'aurais pu facilement devenir comme lui. Vous m'avez montré qu'il y a un autre chemin. » 6 mois après le procès, Madame Thornton contacta Miss Marple avec une nouvelle
excitante. La fondation qu'elle et son mari avaient créée avec l'argent récupéré était maintenant opérationnelle. Nous l'avons appelée la Fondation Phénix, dit-elle, pour symboliser la renaissance après la destruction. Nous aimerions que vous fassiez partie du conseil d'administration. Miss Marple accepta volontiers. La première réunion du conseil se tint dans une salle de conférence modeste à Londres. Étaient présents les Thornton, Rosemary Hale, les représentants du couvent de Saint-Amilda et plusieurs autres victimes de Fletcher. L'atmosphère était solennelle, mais emplie d'espoir. La Fondation avait 3 objectifs principaux. Premièrement, fournir un soutien financier immédiat aux victimes d'escroquerie qui se trouvaient en détresse. Deuxièmement, offrir des conseils juridiques et psychologiques gratuits. Troisièmement, faire campagne pour des lois plus strictes contre la fraude financière. Rosemary Hale avait trouvé sa vocation. Elle dirigeait maintenant le département de soutien psychologique de la Fondation. « J'ai transformé ma douleur en action », dit-elle lors de la réunion. « Chaque personne que nous aidons, c'est une victoire contre des gens comme Fletcher. C'est ma façon de rendre justice à papa. » Le couvent avait affecté son argent récupéré à un programme éducatif sur la littératie financière dans les écoles défavorisées. Sœur Claire expliqua. Nous voulons que la prochaine génération soit mieux armée contre les prédateurs. L'éducation est notre meilleure défense. Tom Riley, le journaliste, avait rejoint la Fondation comme responsable des communications. Son article sur l'affaire du quart de Noël avait sensibilisé le public, mais il voulait faire plus. J'ai utilisé cette histoire pour attirer l'attention, dit-il. Maintenant, utilisons cette attention pour créer un changement réel. Miss Marple écoutait tous ces jeunes gens passionnés et se sentait profondément émue. Du mal le plus terrible était né quelque chose de beau. C'était la preuve que l'humanité, malgré tous ses défauts, avait une capacité remarquable à guérir et à se transcender. La Fondation lança sa première campagne majeure, une pétition pour créer un registre national des conseillers financiers avec vérification obligatoire des antécédents. En 3 mois, ils récoltèrent plus de 100 000 signatures. Les médias couvraient largement leurs efforts. Un cas particulièrement touchant arriva à la Fondation. Une femme âgée de 70 ans avait perdu toutes ses économies dans une escroquerie similaire à celle de Fletcher. Elle envisageait le suicide. Rosemary intervint personnellement, lui offrant non seulement un soutien financier, mais aussi une oreille compatissante. « Vous n'êtes pas seul, » lui dit-elle. « Nous sommes passés par là, et nous sommes là pour vous. » Lors de la réunion trimestrielle, Madame Thornton annonça qu'ils avaient aidé plus de 50 personnes en 6 mois. Les larmes aux yeux, elle dit « Bernard Fletcher a détruit tant de vies, mais regardez ce qui est né de cette destruction. Il voulait prendre, nous avons choisi de donner. C'est notre victoire sur lui. » Miss Marple applaudit avec les autres, son cœur gonflé de fierté pour ces gens extraordinaires qui avaient transformé leur trauma en triomphe. Un an jour pour jour, après le meurtre, la compagnie de cars touristiques organisa une cérémonie commémorative. Ils avaient invité tous les passagers du voyage fatidique à participer à une nouvelle excursion de Noël, cette fois pour honorer la mémoire de Bernard Fletcher et pour célébrer la résilience des survivants. Miss Marple hésita à accepter l'invitation. Les souvenirs de ce jour étaient encore vifs, parfois douloureux, mais elle comprit l'importance du geste. Affronter ses peurs, revisiter le lieu du trauma, c'était une étape nécessaire de la guérison. Elle confirma sa présence. Le matin du 23 décembre, elle se retrouva au même arrêt de car, 1 an plus tard. Le temps était similaire, froid et enneigé. Mais cette fois, il n'y avait pas d'excitation festive, plutôt une solennité respectueuse. Les passagers arrivèrent un par un, se saluant avec des accolades émues. Rosemary Hale était là, accompagnée de sa mère qu'elle n'avait pas vue depuis des mois. Elle s'était réconciliée grâce à la thérapie. Les Thornton arrivèrent main dans la main,
comme toujours. Les 3 religieuses étaient présentes, ainsi que Susan Bartlett et ses enfants, maintenant plus grands d'1 année. Tom Riley était venu avec une caméra, documentant cette journée de mémoire et de guérison. Harold Davis, sorti de prison après avoir purgé sa peine avec sursis, se tenait à l'écart, visiblement mal à l'aise. Personne ne l'avait invité. Mais personne ne lui demanda de partir non plus. Il faisait partie de cette histoire, pour le meilleur et pour le pire. Le nouveau chauffeur, une femme nommée Sarah Mitchell, les accueillit chaleureusement. Elle connaissait l'histoire et avait volontairement accepté cette mission délicate. « Aujourd'hui, dit-elle, nous honorons le passé, mais nous regardons vers l'avenir. Montez, s'il vous plaît. Le voyage vers la guérison commence maintenant. » Ils prirent les mêmes places qu'1 an auparavant. Miss Marple s'assit à son siège habituel, côté fenêtre au milieu. Le siège où Fletcher était mort resta vide, orné d'une couronne de fleurs blanches et d'un ruban noir. Un silence respectueux s'installa alors que le car démarrait. Le trajet suivit le même itinéraire. Au premier arrêt, au village avec la crèche vivante, ils descendirent tous ensemble cette fois. Ils se tinrent en cercle autour de la crèche et sœur Marie-Agnès dirigea une prière. « Seigneur, dit-elle, nous prions pour Bernard Fletcher et pour Fred Hoskins, pour les victimes et pour le meurtrier. Tous ont besoin de votre miséricorde. » Au manoir Ashford, une plaque commémorative avait été installée dans les jardins. Elle portait l'inscription « En mémoire de Bernard Fletcher, décédé le 23 décembre. Que sa mort nous rappelle les conséquences du mal et que notre réponse nous inspire à créer le bien. » Rosemary déposa une rose blanche devant la plaque. « Je te pardonne, papa, » murmura-t-elle. « Et je me pardonne aussi. » Le voyage se termina à St. Mary Mead, alors que le soleil se couchait. Ils se rassemblèrent une dernière fois, avant de se séparer. Madame Thornton prit la parole. « Nous sommes venus dans ce car il y a 1 an, comme des étrangers. Nous en sommes descendus liés par une tragédie. Aujourd'hui, nous repartons liés par quelque chose de plus fort. L'espoir, le pardon et la détermination de créer un monde meilleur. » Ils s'embrassèrent tous, échangèrent des numéros de téléphone, promirent de rester en contact. Ils étaient une famille maintenant, forgée dans le feu de l'adversité. 2 ans après les événements du quart de Noël, Miss Marple reçut une visite surprise. C'était Sarah Mitchell, le chauffeur du voyage commémoratif, accompagné d'une jeune femme d'une 20aine d'années. « Miss Marple, dit Sarah, je vous présente Emma Fletcher, la fille de Bernard Fletcher. » Miss Marple invita les 2 femmes à entrer, dissimulant sa surprise. Emma était une belle jeune femme, aux yeux tristes. Elle tenait nerveusement une enveloppe entre ses mains. « Miss Marple, dit-elle d'une voix tremblante, j'ai appris l'existence de mon père, il y a seulement 6 mois. Ma mère me l'avait caché toute ma vie.